ce qu'on va faire. Voilà, vous les verrez là en fait. Donc là c'est parti. Ouais, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de son. C'est bon. Voilà, attendez peut-être 10-15 secondes. Je serai dans le bureau des pédagogues en bouger. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis contente de vous retrouver d'une certaine façon. Il est 18h30, donc c'est l'heure de notre rendez-vous. On va commencer tranquillement, histoire d'attendre peut-être ceux qui auraient encore quelques minutes avant de pouvoir, besoin de quelques minutes avant de pouvoir nous rejoindre. Je vais commencer par vous rappeler que je m'appelle Christine Melou et que je suis la présidente de PGE-PGO, présidente depuis presque 4 ans maintenant. Auparavant, j'ai dirigé pendant plusieurs années des écoles, écoles de communication et également écoles spécialisées dans le métier du digital, que ce soit le côté développement, le côté design ou le côté stratégie de communication digitale. Cela fait donc plusieurs années que je réponds aux questions des parents concernant l'enseignement supérieur. Les nombreuses questions et les questions souvent difficiles d'ailleurs, et je peux vous dire que cela ne devient pas plus facile, cela ne devient pas plus simple, en particulier ces dernières années passées, et en particulier probablement aussi les années qui vont venir, car ce sont des années qui voient des réformes majeures arriver. Et on est donc dans une période un peu de flou et avant que les choses soient complètement stabilisées. Alors, j'ai pensé du coup que ces années d'expérience pourraient peut-être être utiles. Je pouvais peut-être partager un certain savoir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de proposer plusieurs live classes que j'imagine d'une durée assez courte, on va dire à peu près 30 minutes. Même si quand je commence à parler, parfois j'ai du mal à m'arrêter. Chaque fois en fait sur un thème différent. Aujourd'hui, je vais y revenir, mais nous allons rentrer dans le contenu de quelques programmes d'enseignement supérieur. La prochaine fois, j'ai pensé aborder avec vous les différences entre les titres de bachelor, de BBA, PGE, Master 2, Grade Master, tous ces sujets-là. Et puis l'autre fois, par exemple, également, nous pourrions revoir ensemble les critères qui peuvent être des critères pertinents pour choisir une école. Voilà. Donc, vous le sentez, les sujets peuvent être variés, en tout cas sont nombreux dans ma tête, dans mon esprit. Et ce soir, du coup, nous allons rentrer dans un thème particulier, comme je vous le disais, qui est la comparaison des programmes. Alors, pourquoi ce sujet ce soir? L'origine, bien sûr, c'est Parcoursup. Parcoursup, c'est un moment de stress, c'est un moment compliqué. C'est un moment où on cherche tous à optimiser les vœux qu'on va remplir, les choix qu'on va faire, les demandes qu'on va poster sur ce site. Et c'est un peu compliqué et on n'est pas sûr forcément, bien sûr, de toujours comprendre comment les choses vont se passer. Donc, si toutes les règles ne sont pas limpides, en revanche, il y a quand même quelques éléments qui sont plus clairs. Le premier, c'est celui par lequel je commence ce diaporama. Nous savons, de sources sûres, qu'il y a 10 vœux et 20 sous-vœux. En tout cas, il y avait l'année dernière 10 vœux et 20 sous-vœux. Parenthèse, il est possible que le nombre de ces vœux et sous-vœux augmente légèrement l'année prochaine, la raison étant que de plus en plus d'écoles intègrent Parcoursup. De mémoire, je crois qu'il y a pratiquement 14 ou 15 000 formations sur Parcoursup aujourd'hui. Et donc, ça peut nécessiter de vous proposer, de vous laisser un choix un peu plus large au sein de toutes ces formations. Donc, en tout cas, l'année dernière, vous aviez 10 vœux et 20 sous-vœux. On peut, à partir de là, penser, sans vraiment risque de se tromper, qu'un grand nombre de vœux sur Parcoursup va entraîner plus de chances d'avoir le fameux oui que nous cherchons tous. Il est clair que si nous ne postulons qu'à 2 formations,
nous limitons nos chances de réussite et d'être acceptés dans une formation après la terminale. Premier point de départ. Deuxième point de départ, c'est de se dire également que probablement, plus les vœux vont être diversifiés, plus nous aurons de chances, encore une fois, d'avoir un oui sur Parcoursup. Vœux diversifiés, correspondant du coup à des attendus, à des prérequis différents, et peut-être plus en adéquation avec le dossier d'un étudiant ou d'un autre étudiant en fonction des situations. Voilà, donc un point de départ dont je suis sûre, c'est faites un maximum de vœux et faites des vœux qui vont être le plus diversifiés possible. C'est ainsi que vous allez maximiser vos chances d'avoir des oui au moment des réponses de Parcoursup. Alors ça, une fois qu'on a dit ça, c'est une conséquence assez immédiate, c'est de se dire qu'il va être nécessaire de mieux comprendre les différences entre plusieurs parcours de nature différente eux-mêmes. Par exemple, au sein d'une même matière, on va faire l'exercice ensemble tout de suite, les matières qui peuvent être celles de la gestion et du management. Imaginez comment on va pouvoir aborder cette matière-là quand on va être dans une école de commerce ou quand on va être dans une école comme Sciences Po ou quand on va être en licence éco-gestion, pour l'exemple qui nous intéresse, DUT GEA, qui est le plus proche du coup de cette licence éco-gestion, ou encore un BTS de compta-gestion. Vraiment essayer de comprendre quel va être le quotidien de notre année post-terminale, quels vont être les cours très concrètement. C'est important de se projeter très concrètement dans ce quotidien. Il faut avoir aussi en tête qu'aujourd'hui, on peut arriver à un même métier grâce à des formations qui sont différentes. Le nombre de passerelles s'est multiplié et on peut très bien commencer par une licence, finir par une école, commencer par une école, finir par un enseignement à l'université, et tout ça arriver à la fin au même métier. Donc le résultat peut être le même en prenant des chemins différents. Et le chemin, la nature de ce chemin, le fait qu'il va correspondre à un profil d'étudiant ou pas, est quelque chose qui prend tout son sens dans une réussite scolaire. On sait bien qu'on réussit quand on aime ce qu'on fait, quand on aime les études, le contenu, la matière dont les choses se passent. Et du coup, rentrer dans ce détail-là prend tout son sens. Donc, on va le faire ensemble. Néanmoins, je tiens à vous dire qu'il serait bien de le faire en famille. Là, on va le faire peut-être entre adultes, et c'est un moment à partager avec il ou elle qui, demain, sera peut-être dans une école de commerce, ou à Sciences Po, ou dans une licence, ou dans un DUT, ou dans le BTS. Charge à vous peut-être d'apporter un éclairage complémentaire pour l'aider à comprendre ce que veulent dire certains mots quand on lit les programmes des écoles. J'ai fait quelque chose qui n'est pas bien sorcier. Je n'ai fait que compiler, et on va les lire ensemble, des textes que vous allez retrouver sur Internet, sur les sites des écoles, des licences, des DUT, des BTS. Je n'ai donc fait que les mettre côte à côte pour pouvoir en souligner peut-être les différences. Et ça sera la conclusion de ce diaporama, c'est de revenir sur les principales différences qu'on peut avoir ressenties dans ces différents programmes. Voilà. Avant de commencer, j'espère que vous aurez des questions, j'espère que je pourrai y répondre. En tout cas, je m'y efforcerai. Je vous engage à poser vos questions par chat. Je m'arrêterai presque à la fin pour pouvoir revenir sur les questions que vous aurez eu la gentillesse d'écrire au fur et à mesure de cette présentation. Voilà, et bien si vous êtes prêts, je le suis et nous y allons. Alors on commence par un premier univers qui sont les écoles de commerce. Les écoles de commerce, je suis allée regarder, comme je vous le disais tout à l'heure, sur Internet, sur différents sites, qu'est-ce qu'elles disent de leur mission. Pourquoi elles sont là. Et leur mission, clairement, elle est de former au métier de l'entreprise pour des postes à terme de manager, donc avec un certain niveau de responsabilité, reconnus pour leur polyvalence. Donc on est dans le monde de l'entreprise, on est sur des postes de responsabilité et on est sur des diplômés qui vont avoir des compétences dans plusieurs domaines d'activité de l'entreprise. Si on regarde concrètement, vous pouvez faire l'exercice avec n'importe quelle école de commerce, j'ai pris l'école de l'ESCA.
pour voir ce qu'on enseignait à l'ESCA en première année et en deuxième année. Donc la première année, on vous dit, il s'agira de découvrir l'environnement de l'entreprise, donc on y revient, et consolider ses méthodes de travail. La deuxième année, il s'agira d'approfondir et comprendre les fonctions opérationnelles de l'entreprise. La dimension de management que je vous citais en introduction arrivera en troisième, quatrième et cinquième année davantage dans les écoles de commerce. Les cours, donc première année, microéconomie, introduction au management, comptabilité générale et comptabilité de gestion, des principes du marketing dans lesquels on va retrouver également une matière comme la communication, des mathématiques mais dans un volet uniquement d'aide comme outil de gestion, technologie du manager, on est sur le début de tous les sujets de l'informatique, un séminaire d'ouverture culturelle, une langue vivante 1 et une langue vivante 2. La deuxième année, la microéconomie s'est transformée en macroéconomie, le management s'est transformé en entrepreneuriat. On retrouve dans la dimension financière de la fiscalité, financière ou juridique. On retrouve de la psychologie des organisations qui va permettre de commencer les sujets probablement liés aux ressources humaines, département de la gestion du personnel, des RH, du droit des affaires, base de données et programmation, de l'analyse financière, le marketing en version approfondie, de l'éthique et de la responsabilité sociale des entreprises, méthode quantitative, là aussi ce sont des outils pour les outils de la gestion, et toujours ces fameuses deux langues vivantes, LV1 et LV2. Voilà. Donc on a un panorama vraiment autour des fonctions de l'entreprise. Vous avez la fonction marketing com, vous avez la fonction financière avec de la gestion et de l'analyse financière, de la comptabilité également. Vous avez la gestion droit et RH, droit des affaires, et l'organisation, la psychologie des organisations qui sont les prémices des sujets des ressources humaines. Voilà. Donc quelque chose d'assez varié, mais vraiment des matières qui sont très dans la pratique, des professeurs qui vont être souvent des praticiens, des pédagogies qui vont être très axés sur des cas pratiques à faire en individuel ou également en collectif. Intéressant de comparer à ce que vous allez retrouver dans Sciences Po et IEP. Vraiment, encore plus que ce que je vous disais en introduction, entre une école de commerce et Sciences Po, on va vraiment pouvoir rêver, si on est dans la sphère du privé bien sûr, au même type de job. En revanche, l'enseignement ne sera pas le même. Donc la mission des écoles de commerce, pour vous en rappeler, était autour de l'entreprise, du management et de la polyvalence. La mission de Sciences Po ou des IEP de province va être totalement différente. Il s'agit là de comprendre le monde pour le transformer. Là, on voit bien l'origine du public. Comprendre le monde pour le transformer. Former des professionnels appréciés dans le secteur, public et privé, puisque désormais, les Sciences Po et IUP forment également des professionnels qui vont travailler, pour 60% d'entre eux, je pense, dans la sphère du privé. Décideurs, à la fois visionnaires et pragmatiques, c'est le pendant de manager des écoles de commerce. Citoyens conscients du bien commun, on est vraiment dans la société et capable de transformer la société. Donc vraiment, on voit que la posture, l'objectif de l'enseignement est beaucoup plus large et beaucoup plus autour de la société que ce que vous allez retrouver dans les écoles de commerce. L'enseignement, du coup, va être aussi beaucoup plus large, beaucoup plus généraliste et peut-être un peu plus autour de sujets de culture générale que dans les écoles de commerce qui seront beaucoup plus dans la pratique de métiers en entreprise. On va aller voir le programme. Sciences Po Collège Universitaire, je ne sais pas si vous avez en tête, il s'agit donc de Sciences Po Paris. Collège Universitaire, c'est l'école de Paris. Vous trouvez sur le site les textes suivants. Fondés sur l'étude des sciences humaines et sociales, la formation repose sur 6 enseignements principaux. Droit et économie, qu'on retrouve également dans les écoles de commerce. Humanité, qu'on retrouve peu dans les écoles de commerce. Histoire, sciences politiques et sociologie, qu'on ne retrouve pas dans les écoles de commerce, complétées par des disciplines artistiques et scientifiques, qui ne sont pas le cœur de l'enseignement, puisque c'est un complément d'enseignement. L'objectif, donner aux élèves tous les outils pour comprendre le monde contemporain. C'est bien ce qu'on disait. Donc on est vraiment sur
un champ d'enseignement qui est beaucoup plus large, beaucoup moins associé au monde uniquement de l'entreprise et davantage sur l'intérêt qu'on peut porter à la société dans son sens le plus large. La première année est consacrée à l'apprentissage des enseignements fondamentaux, ceux que je viens de vous lister dans le premier paragraphe. En deuxième année, les élèves choisissent une majeure parmi économie et société, humanité politique, politique et gouvernement. Donc il est bien évident que les étudiants s'orientant vers le privé choisiront économie et société, chacune offrant une approche pluridisciplinaire des enjeux du monde actuel. Alors, on peut se dire que ceci est peut-être la particularité du Collège de Paris, et donc je vous propose également de jeter un rapide coup d'œil sur Strasbourg. Sciences Po Strasbourg, le programme de première année, vous retrouvez des sciences politiques, de la sociologie, ces fameuses humanités, introduction au droit, droit constitutionnel et institutions politiques, de l'histoire, comme à Paris, histoire générale des grandes puissances, micro- et macroéconomie, histoire des relations internationales, méthodologie des sciences sociales, à nouveau c'est cette dimension humaine, humanitaire, institutions européennes et institutions administratives. Donc Sciences Po Strasbourg va être un peu plus peut-être orienté sur l'Europe, c'est normal, sa positionnement, la ville où l'école se trouve est importante, peut-être donc un peu plus de dimension européenne et de dimension politique associée à l'Europe. Passons à un autre environnement très différent qui est celui de l'université. Donc, je suis allée m'intéresser à une licence qui est la licence économie et gestion. Même première étape, quel est l'objectif de cette licence? Il s'agit donc d'aborder le fonctionnement d'une économie à travers des cours de macroéconomie, le comportement des acteurs économiques, c'est ce qu'on va appeler la microéconomie, et les problèmes économiques contemporains. Il s'agira d'acquérir les outils de l'économiste, maths, stats et informatique. Il s'agira enfin, mais ce n'est pas l'objectif premier, de former des professionnels. Il s'agira donc dans un troisième temps de former des futurs économistes à l'ensemble des domaines de l'économie, de la gestion, de la comptabilité, de l'administration des entreprises. Partout où cette dimension d'économie est importante. Mais on voit bien qu'on commence avant tout par un focus très fort sur la matière, une matière unique qui est l'économie, les outils et ensuite un élargissement à travers cette matière à différents métiers au sein des entreprises ou de la société. Mais l'approche n'est pas du tout la même, on le sent très fortement là. Le programme maintenant, donc programme de première et de deuxième année, le premier pavé correspond à ce qui est plus de l'ordre de l'économie et le deuxième paragraphe correspond davantage de choses plus générales autour des métiers, de l'entreprise, de la comptabilité, vous allez voir. Donc, programme première année, maths stat, c'est une licence dans laquelle il y a énormément de mathématiques et de statistiques qui sont fondamentaux pour pratiquer l'économie. L'analyse microéconomique, l'histoire des faits économiques et l'initiation au droit économique. En renfort de ça, vous allez aborder le management des organisations, un peu de comptabilité générale, les fondements de l'informatique et de l'anglais. Je tiens à souligner le détail qu'on retrouve derrière le fondement de l'informatique, aspect pratique et théorique, utilisation des outils, programmation, logique binaire, notion d'algorithmique générale, éléments de récursivité. On sent là donc, encore une fois, le souci de la compréhension des concepts avant la pratique des outils, qui est vraiment, je pense, quelque chose de très symptomatique des enseignements de l'université, qui vont être beaucoup dans le concept, la théorie et la compréhension de cette théorie avant d'aborder les outils et de la pratique de ces outils. La deuxième année, on retrouvera beaucoup de maths et de statistiques, toujours de la microéconomie, de la macroéconomie monétaire, de l'économie internationale, un sujet sur monnaie et finances et un sujet sur l'économie européenne. Complété donc de comptabilité générale et analytique, d'informatique et bureautique et d'anglais.
Voilà, donc on sent très fortement cette dimension d'économie. J'ai poussé l'exercice jusqu'à aller sur la 3e année de licence. Vous retrouvez maths et stats, macroéconomie ouverte, économétrie, économie de l'incertain et de l'information, théorie des jeux non coopératifs, théorie du commerce international, analyse de données, théorie des contrats, anglais économique. J'ai poussé l'exercice jusqu'à la 3e année parce que je trouve qu'elle est elle illustre de manière encore plus claire cette dimension très dans le concept et la théorie que vous allez retrouver à l'université dans les licences. Donc on voit bien que ces 3 premiers programmes s'adressent à des étudiants qui vont à terme avoir des postes de responsabilité, mais avec vraiment des centres d'intérêt après la terminale, lors de la première année d'enseignement supérieur, qui sont radicalement différents. Une école de commerce, l'entreprise et la pratique des métiers, dès le début. Les Sciences Po et les IEP, l'intérêt pour la société, pour une culture générale plus ouverte, plus large, de l'histoire, de la sociologie, des sciences humaines, du droit et un peu de politique, plus ou moins selon les institutions. Pardon. Et puis cette université, on va être très centré sur une seule matière, l'économie, avec vraiment une approche très dans la conceptualisation et la théorie de cette même matière. Très peu de pratique, on le comprend bien en regardant les programmes. On va passer sur 2 dernières possibilités qui sont les IUT et les BTS, enfin les DUT pardon, et les BTS. IUT voulant dire Institut Universitaire Technologique, DUT voulant dire Diplôme Universitaire Technologique. Donc le DUT se prépare dans un IUT qui est souvent l'annexe de l'université. Donc contrairement au BTS qui va être la poursuite du collège, on va se trouver là dans un environnement qui va être au sein d'une université, mais un environnement qui va être beaucoup plus encadré, avec des méthodes pédagogiques qui vont se rapprocher davantage du BTS que de la licence, avec un format même juste sur les heures, par exemple, on va être pas loin des 35 heures par semaine qu'on retrouve au collège et qu'on retrouve également au BTS. Alors les DUT, pourquoi faire? Donc, DUT, gestion des entreprises. Mission, préparer au métier au sens large de la gestion des entreprises, logistique, commerciale, juridique, financière et comptable. Donc là, on se retrouve à nouveau dans un environnement de l'entreprise, comme dans l'école de commerce, en revanche, dans un environnement qui va être circonscrit uniquement au métier de la gestion. On ne va pas retrouver ces dimensions de marketing, de communication ou de ressources humaines, par exemple, qu'on trouvait dès la première année sur l'école de commerce. Donc au programme, un programme qui est tout ce qui est outils de la gestion comptable et financière, c'est la deuxième partie de cette diapositive, système de gestion des bases de données de la gestion comptable et financière, gestion financière, gestion de la trésorerie, calcul et analyse des coûts, comptabilité approfondie, révision comptable, spécificité fiscale et comptable des sociétés, tableau de bord de la gestion, logiciel de gestion de paie. Donc énormément de matières très concrètes autour de ces sujets de la gestion, complétées par une ouverture culturelle au monde de l'entreprise, avec des langues, mais aussi de l'économie, du droit, de la fiscalité, ces fameux outils statistiques pour la gestion, une initiation à la stratégie d'entreprise, à la gestion de projet et à la simulation de gestion. Donc certes, une ouverture sur l'entreprise et le management des organisations, mais vous voyez bien avec quand même ce focus autour de ce centre d'intérêt de la gestion et du management. Donc je vous avais parlé du BTS, donc voilà pour terminer le BTS. Donc compta gestion, on tire le fil directeur on continue autour du fil directeur qui est la gestion. La mission, permettre à quelqu'un de pouvoir gérer l'ensemble du processus comptable. Donc on sent bien l'entonnoir, on sent bien qu'on passe les écoles très larges, la licence, une matière, le DUT, une famille de métiers autour d'un secteur, la gestion, et là vraiment uniquement le processus comptable, gérer l'ensemble du processus comptable, ce qu'on appelle donc l'enregistrement de toutes les opérations courantes, financières et d'investissement, les déclarations sociales et les déclarations fiscales,
de mettre en place une comptabilité analytique en maîtrisant les normes comptables, le plan comptable, et de pouvoir ainsi conseiller la direction d'une entreprise sur les aspects de la comptabilité. Le programme, culture générale et expression, langue vivante 1, mathématiques, économie, droit, management, et puis toutes ces matières très expertes, encore plus expertes que dans DUT, contrôle et traitement comptable des opérations commerciales pour la première année, contrôle et production de l'information financière, gestion des obligations fiscales, toutes les déclarations qu'il faut faire, gestion des relations sociales, analyse des prévisions de l'activité, là on est dans le registre des tableaux de bord, analyse de la situation financière, fiabilisation de l'information comptable et financière. Voilà. Donc, je vous ai fait cet exercice-là à travers une matière qui était plutôt la gestion. Bien évidemment, vous pouvez le faire à travers, en utilisant n'importe quelle autre matière. Si vous êtes en communication, je ne vais pas lire le détail, mais vous l'aurez dans le diaporama. À l'université, vous allez regarder ce qu'on propose en licence Infocom en première année. Donc là, vous voyez, on parle de développer les disciplines scientifiques qui étudient les moyens et les situations de communication, analyse logique et linguistique du discours, sémiologie, sémantique, psychologie, sociologie, anthropologie. On voit encore une fois toute cette dimension de théorie qu'on retrouve toujours dans les programmes de l'université. Le programme en détail donc apport des sciences humaines en communication, histoire et communication, histoire de la communication, problématique de l'information et de la communication, communication et image, donc la sémiologie, approche psychologique de la communication, communication et image, expression écrite et orale, culture générale, culture numérique, méthode, la méthode de lecture en sciences humaines, méthode du travail universitaire, tout ce qui est des sujets de recherche, et de l'anglais. Allons voir sur un DUT, Infocom, développer les dimensions stratégiques de l'information et de la communication, expression écrite et orale, initiation aux sciences humaines, économie, théorie de l'information, sociologie, linguistique et sémiologie, culture générale et humanité, étude des organisations. Là, on est très proche, plus proche peut-être que sur la gestion de ce qu'on va retrouver sur une licence, mais en revanche, vous allez dans la deuxième partie du programme vraiment revenir sur des sujets qui sont des sujets de praticiens. Pratique de la communication des organisations, initiation à la recherche d'informations, la veille par exemple, la compréhension des médias, leurs usages, comment les utiliser, les organisations professionnelles autour de la communication, tous les syndicats par exemple, les techniques d'enquête, multimédia et web, droit du travail et gestion de projet. Donc, la première partie, comme je disais tout à l'heure, est peut-être plus proche du monde universitaire. On est dans le monde universitaire, mais la deuxième partie est vraiment sur des métiers de praticiens, sur des enseignements de praticiens. Et donc, même chose, on termine avec le BTS communication, former des spécialistes capables de concevoir et organiser des actions de communication. Culture de la communication, management des entreprises, économie et droit, toujours ces matières de culture générale autour de l'entreprise. Mais ensuite, projet de communication, concrètement, il va s'agir de mener de A à Z un projet de communication. Le conseil et la relation d'un annonceur quand on travaille en agence. Comment conduire une veille opérationnelle, un atelier de production. Là, on va vraiment s'intéresser à la façon de produire des outils de communication, que ce soit des outils un peu de l'ancien temps, je pense à l'impression, aux affiches ou à la télé, ou aussi bien sûr maintenant à la production d'outils dans le monde du digital, la relation commerciale de prospection d'un client, des partenariats qui sont des outils de communication souvent très efficaces, l'accès aux ressources informatiques et le maintien bien sûr de l'anglais en LV1. Voilà, donc je suis peut-être allée un peu vite, mais l'idée c'est de repasser du temps sur chacun de ces programmes, surtout en fonction de ce qui va pouvoir vous intéresser, communication, gestion ou autre sujet qui vous parlera, et essayer de comprendre la différence d'appréhension, de façon dont les choses vont être enseignées selon le contexte dans lequel vous allez vous situer.
J'ai pas parlé bien sûr de quelque chose qui nous occupe tous, parents et étudiants en terminale, c'est également l'opportunité de faire une classe préparatoire aux grandes écoles, donc les CPGE. Pour information, je vous ai mis là les programmes des classes ECE, ECS, donc filière économique et scientifique. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que finalement, on va se retrouver avec le programme de terminale puissance 10, quoi. Un programme de terminale est vraiment très 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 approfondi, avec le souci de la compréhension derrière ces mots d'économie et de sociologie, et vraiment de creuser les programmes de manière bien plus importante que ce qui a été fait en terminale, mais les sujets sont pas très éloignés de ce terminal. C'est la charge de travail qui va être bien plus conséquente. Alors, en conclusion, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de essayer de reprendre sur une même diapositive les faits peut-être les plus différenciants de chacun des programmes en fonction des différents secteurs sur lesquels on va se trouver. En rouge, c'est mon point de vue peut-être de choses à garder en tête. Mais ce n'est de toute façon l'ensemble de ces éléments que ma vision, mon analyse personnelle de ces différents parcours. Donc en école de commerce, moi ce que je retiens, c'est le mot manager, polyvalent, on l'a vu. Donc variété des enseignements mais autour des métiers de l'entreprise, avec une dimension qui va se vouloir pratique. J'ai parlé de professeurs professionnels, de cas pratiques, on pourrait citer également les stages. Dans les écoles de commerce, une dimension internationale forte avec des doubles cursus, des doubles diplômes, beaucoup de temps qu'on peut passer à l'étranger. Et puis le souci dans ces écoles d'avoir vraiment un accompagnement de chaque étudiant et de son développement, qu'il soit personnel ou professionnel, l'accompagner dans sa démarche, la construction de sa maturité au fil de ces années d'enseignement. Sciences Po, qui était mon deuxième exemple, donc on n'est pas sur des managers, mais sur des leaders, donc des professionnels de haut leaders qui ont pour ambition d'être des leaders, qui vont changer le monde, rappelez-vous. Les matières qui vont être davantage orientées sur droit, économie, humanité, culture générale, peut-être du coup un peu moins dans la pratique que l'école de commerce. Une dimension internationale également forte, aussi forte que celle dans les écoles de commerce, et le même souci de l'accompagnement et du développement de l'étudiant. La classe préparatoire, donc le mot, je pense, qui revient le plus souvent quand on parle de classe prépa, c'est le bachotage. On est vraiment là pour assimiler un maximum d'un programme qui est sans fin, n'est pas fait pour être fini en fait à l'année et complètement intégré, assimilé par les étudiants, puisqu'il s'agit d'un concours, donc il faut en faire le mieux, mais personne ne pourra faire l'ensemble, qui demande énormément d'organisation et de rigueur et de rapidité aussi, puisque tout va se passer très très vite pendant ces années de préparation. Et puis il faut avoir envie de dédier 2 ans à la préparation d'un concours, avec tout ce que ça veut dire sur mettre la priorité sur ce concours et sur peut-être mettre du coup le reste de sa vie personnelle un peu entre parenthèses pendant 2 années. Puis aussi l'esprit de compétition, parce qu'au bout de 2 ans, tout va se jouer sur un concours. Donc certains caractères sont ravis, d'autres un peu moins. Donc il faut avoir ça aussi en tête. La licence, je vous indique également qu'il y a 40 licences accessibles sur Parcoursup, réparties dans 4 domaines qui sont les arts, les lettres et les langues, droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales et les sciences. Toutes elles vont porter sur une seule matière. Bon, après, vous pourrez choisir des bilicences, en tout cas une licence, une matière. Dans les exemples que vous avez vus, il s'agissait soit de l'économie, soit de la communication. Elles sont assez tournées vers la compréhension des théories, des concepts, on l'a vu. Elles vont développer une forte culture générale, là aussi. Ça peut être extrêmement stimulant pour certains étudiants. Elles ont également une dimension internationale intéressante, en particulier je pense aux échanges dans le cadre d'Erasmus. Et puis le point le plus important, c'est sûrement le dernier mot d'autonomie. En licence, il n'y a pas de petite classe, on est parfois dans des amphithéâtres, il n'y a pas de contrôle continu,
L'évaluation va se faire en partiel en fin de semestre et le volume horaire est assez faible et va nécessiter de travailler en bibliothèque, ces fameuses BU, bibliothèque universitaire, où on va demander aux étudiants de continuer leur recherche pour poursuivre ce qui va être partagé en cours. Donc il y a énormément de travail à faire en autonomie. C'est essentiel d'avoir ça en tête. DUT, vous trouverez 24 DUT différents, 24 spécialités de DUT qui vont vous être proposées, souvent autour d'une famille de métiers, la gestion, ou éventuellement d'un secteur d'activité. Vous allez trouver l'assurance ou l'hôtellerie. Et avec un bon équilibre entre théorie et pratique, par rapport à la licence, on va être beaucoup plus sur la théorie, ou le BTS, on va être beaucoup plus sur la pratique. BTS, donc on voit bien qu'on est beaucoup plus pointu, puisque de 24 spécialités de DUT, on passe à 100 spécialités de BTS. Donc on est vraiment sur un métier précis, très, donc vous l'avez vu, dans la pratique. Et donc pour des postes plus opérationnels, on n'a pas cette dimension de à terme accéder à des postes de responsabilité. On l'aura si on choisit une poursuite d'études par une licence pro, puis ou par une école de commerce dans un deuxième temps. Mais a priori, les 2 premières années vont vraiment avoir pour objectif une formation à des postes qui vont se vouloir très opérationnels, avec du coup un encadrement extrêmement fort qui est très très proche de celui que vous allez retrouver dans le cadre du lycée, que vous avez aujourd'hui dans le cadre du lycée. Voilà, donc voilà les principales idées que je voulais proposer, enfin vous présenter. Et je reviens en guise de presque conclusion à la diapositive que j'avais en introduction. Donc vous vous souvenez, je vous avais parlé de 10 vœux, 20 sous-vœux, du nombre de vœux qui était important ainsi que de leur diversité, ce qui nécessitait de se plonger vraiment concrètement dans les programmes, ce qu'on a commencé à faire ensemble. Donc je vous disais, je vous engage à faire ça le week-end prochain en famille. Prenez vos ordinateurs, allez regarder le détail des programmes et essayez que votre fils, votre fille, ou si vous êtes étudiant à me regarder, vous projetiez l'année prochaine et vous disant est-ce que c'est de cet enseignement, de ce quotidien que j'aurais envie, moi, l'année prochaine. Est-ce que c'est ça qui va faire que je vais me lever le matin avec plaisir pour aller en cours? Ou est-ce que non, finalement, ça va être ou trop pratique, ou trop théorique, ou il y aura trop de travail à faire en autonomie, à chacun ses préférences et à l'inverse, les choses qui peuvent peut-être le rebuter. Et c'est important de faire cet effort de projection qui est pas si simple. Je vais terminer par quelques derniers conseils, puisqu'on a fait cette introduction en parlant de Parcoursup. On va terminer en parlant de Parcoursup. Parcoursup est une mine d'informations, vraiment au-delà des vœux à formuler, il y a pas mal de choses à retirer. Je vous disais qu'il y a 14 000 formations ou 15 000 formations accessibles. Vous verrez qu'il y a un moteur de recherche très bien fait. Si vous mettez votre ville, votre région, si vous mettez une matière et si vous mettiez une fac ou un DUT ou une école, vous allez avoir toutes les propositions qui vont émerger directement. Et à chaque fois, vous allez pouvoir cliquer dans chacune de ces formations et rentrer dans le détail avec des informations extrêmement utiles. Je pense de mémoire que vous allez trouver des exemples de métiers pratiqués grâce à ces formations. Surtout, très intéressant, puisque là nous sommes dans la préparation de Parcoursup et l'optimisation de votre stratégie sur Parcoursup. Regardez attentivement les attendus pour chaque formation. Qu'est-ce que les établissements, les formations vont vous demander d'avoir fait comme études, comme compétences, peut-être comme est-ce qu'il y a besoin d'un parcours en associatif, je ne sais pas, pas mal de choses, être capable de parler, d'avoir du leadership, d'avoir fait du coaching. Vous verrez que les attendus sont précisés. Utilisez ces attendus dans votre lettre de motivation. On va vous demander ensuite de remplir un dossier, soignez ce dossier. Et en particulier, on va vous demander de remplir un CV et on va vous demander donc ça s'appelait le projet motivé de formation. En gros, c'est une mini lettre de motivation à rédiger. Soyez malin, rédigez votre lettre de motivation à partir des attendus que vous allez avoir lus sur Parcoursup. Avant-dernier conseil, impliquez votre établissement dans votre projet. Peut-être que vous n'avez pas encore en tête ce qu'est la fiche à venir.
La fiche à venir est une fiche qui va être remplie pour chacun de vos 10 vœux et 20 sous-vœux par votre établissement. Et sur cette fiche, le chef d'établissement ou votre prof principal va se positionner. Il va donner son avis positif, négatif ou mitigé. Il est bien clair qu'il est absolument vital que vous ayez des avis positifs de votre établissement sur chacun des vœux que vous allez remplir dans Parcoursup. Sinon, je pense que vous perdez beaucoup de chances d'avoir des réponses positives. Donc, discutez après votre premier conseil de classe, discutez après votre deuxième conseil de classe avec vos enseignants, votre prof principal, discutez de votre projet, des vœux que vous allez faire et assurez-vous que l'équipe pédagogique soit derrière vous dans le choix de ces vœux. Et puis, mon dernier conseil, il est pour un peu plus tard, mais vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où vous allez avoir des propositions, et plus le temps va passer, moins de temps vous aurez pour accepter ou refuser chacune de ces propositions. De presque une semaine au départ, je crois que très vite, vous n'aurez plus que 3 jours pour vous positionner, accepter ou refuser. Et c'est très important donc de ne pas laisser passer des propositions. Et pour pouvoir être réactif lors de la réception de ces propositions, je pense qu'il est essentiel que déjà dans votre tête, dès le moment où vous allez remplir vos vœux, vous ayez vos priorités qui soient claires et que du coup, en fonction des propositions, il vous soit beaucoup plus facile d'accepter ou de refuser chacune des propositions au moment où elle va vous arriver. Voilà, nous restons à votre disposition pour répondre à d'autres questions. Peut-être justement vous expliquer en 2 mots ou vous rappeler en 2 mots qui nous sommes. Donc nous sommes PGE, PGO, ça veut dire quoi? Ça veut dire préparation aux grandes écoles, préparation aux grandes orales. Donc nous sommes depuis 2004 spécialisés dans des concours, école de commerce, Sciences Po, école d'ingénieurs, en terminale pour les admissions post-bac. Certaines de ces admissions sont dans Parcoursup, Accès Cézanne ou les écoles d'ingénieurs, d'autres non. Mais également nous travaillons sur les admissions parallèles Bac+2, Bac+3 et Bac+4. Nous proposons des formations qui ont lieu pour l'essentiel pendant les vacances, soit les week-ends, soit les vacances scolaires de Noël ou bien de février, complétées par des plateformes de e-learning pour commencer sa préparation à distance ou continuer après un stage, l'entraînement également à la maison, et complétées par les stages d'entraînement à l'oral, puisque la plupart de ces concours proposent également une session de préparation à l'oral. Sans rentrer vraiment dans les matières, puisque ça va dépendre des concours. Là, vous avez le concours des écoles de commerce post-bac qui comprennent des matières de synthèse, de logique, d'anglais et de motivation. Nous avons bien sûr des supports qui vont s'adapter à chacun des concours que vous allez proposer. Nous passons beaucoup de temps sur l'entraînement à l'oral, en particulier parce qu'on sait qu'en terminale, c'est pas facile de parler de soi, c'est pas facile d'avoir un projet convaincant, d'être motivé. Ça demande d'être accompagné dans sa réflexion sur ce projet-là. Ça demande aussi d'être entraîné et de prendre confiance à travers ces entraînements sur notre capacité à nous exprimer clairement, de manière convaincante, et surtout sur quelque chose dont beaucoup manquent, c'est la confiance. La confiance dans le fait que notre discours est intéressant, la confiance dans le fait que notre parcours, il y a des choses vraiment intéressantes à dire, à la condition d'avoir préparé. Voilà. Et puis pour terminer, nous travaillons depuis 2004 sur ces concours. Là, je suis sur les écoles de commerce. Nous avons vraiment un corps enseignant qui connaît les concours par cœur, qui connaît les annales par cœur, qui rédige parfois des épreuves, qui corrige des épreuves, qui sont jurées dans les oraux. Et du coup, c'est ce savoir-faire-là qui permettent de développer des méthodes qui sont des méthodes développées en interne et qui sont vraiment l'assurance d'une réussite. Notre objectif, c'est que le jour d'un concours, le jour d'un oral, le jour d'un écrit ou le jour d'un oral, un étudiant soit tellement bien préparé qu'il soit pratiquement en pilote automatique et qu'il puisse se concentrer sur, je dirais, presque le plaisir de l'épreuve. Le plaisir en tout cas pour l'oral, parce que les épreuves orales peuvent vraiment devenir un plaisir. Voilà, donc si vous êtes intéressé par des préparations des concours, vous trouverez tous les détails sur ces préparations sur notre site. Donc vous avez l'adresse là, pge-pge.fr.
Nous serons, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, très heureux toujours de continuer à répondre à des questions par mail ou par téléphone. Vous trouverez là aussi sur le site un numéro de téléphone ou un chat sur lequel vous pourrez nous contacter quand vous le souhaitez. Voilà, mais écoutez, j'ai presque tenu parole, ça fait un peu plus que 30 minutes, ça fait presque 45 minutes. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à bientôt. La prochaine fois, je vous répète, nous parlerons ensemble de la différence entre un bachelor, un BBA, un programme grande école qui délivre un grade de master par exemple. Voilà, comment s'y retrouver dans toutes ces écoles. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.